Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous faire l'épisode du jour. Là les amis, j'ai la pêche. Juste avant d'enregistrer ce podcast, je reçois un message sur Instagram pour me dire Anthony, continue ton podcast, je l'attends tous les mercredis 10h. Merci. Merci, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas, hein, ça fait toujours, ça met toujours du baume au cœur. Mais les amis, s'il vous plaît, je demande 2 minutes de votre temps. Les messages, c'est hyper cool, ça me fait hyper plaisir. C'est de vous directement à moi, mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Il faut m'aider à référencer ce podcast. Encore mieux qu'est-ce qu'il est actuellement. Donc n'hésitez pas, prenez 2 minutes de votre temps, un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Ça fait booster son référencement et comme ça, on fait découvrir le podcast à encore plus de monde. Et il y a plus de monde qui est encore satisfait. Excusez-moi, un petit peu trop d'écho. Non mais voilà, vous comprenez le principe. Donc voilà les amis. Bon, j'espère en tout cas que vous avez la forme, que vous avez passé une agréable semaine, que vos projets avancent comme vous voulez. Franchement, je suis quand même content. Là, je suis quand même content parce que, du coup, je vous fais le petit passage des infos perso. Ça y est, ma RP, c'est bientôt la fin. Bon, par contre, je vous ai pas tout dit. Alors, je vous avais expliqué un peu la situation chez le notaire, hein, qui était vraiment très bizarre. Mais bon, à part ça, en fait, la vendeuse, celle qui vend son appartement, ouais, les amis, c'est une plaie, mais pas possible, pas possible. Elle m'a, franchement, je vais pas être vulgaire, mais elle m'a cassé les pieds pendant tout le long du processus d'achat. Elle a harcelé l'agent immobilier qui lui m'a harcelé, etc., etc. Et en fait, là, la semaine dernière, en fait, j'ai eu les signatures de prêt. Et donc, je demande à fixer une date pour signer. Et là, l'agent IMO me sort oui, écoutez, madame Untel veut attendre la signature définitive, etc., avant la signature des offres de prêt, avant de entamer ses démarches pour partir dans un autre logement. Ouais. Là, franchement, c'est trop. C'est trop. Ah, je sais pas, hein, si j'aurais voulu me sortir de la vente, je lui aurais filé un refus et puis basta quoi. Donc franchement, ouais, l'agent IMO qui me harcèle, franchement, ouais, j'ai pas abusé, mais limite tous les jours. Le notaire qui me harcèle aussi par mail, franchement, j'espère vraiment pour le bien de la société, j'espère que cette dame ne va pas racheter d'appart et ne va pas revendre un jour un appartement. Parce que franchement, c'est une situation hyper pesante. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que le fait d'acheter de l'immobilier, ça me casse les pieds, mais à un point, ça m'est jamais arrivé. Alors là, elle, c'est le jackpot. Surtout pour une RP. Là, c'est même pas un investissement locatif, c'est vraiment pour une RP. Donc franchement, ouais, situation vraiment merdique. Et j'espère que elle rachètera pas. C'est méchant. Oh là là. Bon, sinon, à part ça, bah écoutez, euh, malgré tout, on commence à préparer le déménagement, donc ça se prépare tout doucement. On a fait un petit tri dans les papiers, et putain, mais c'est dingue le nom. Pourtant, je suis quand même quelqu'un d'assez minimaliste, hein, tu vois. Tout est rangé, tout est trié, tout ce que j'aime pas trop, je le garde pas, etc. Ce que j'ai pas mis depuis X temps, je le donne, etc. Mais c'est dingue le nombre de merde qu'on garde, qu'on accumule. Là, tu vois, ce matin, j'ai passé ma journée à trier un peu tous les papiers que j'avais. Et grand changement dans ma vie, j'ai décidé de tout mettre sous format dématérialisé. Donc, c'est-à-dire que j'ai passé une partie de ma matinée ce matin. Je me suis levé tôt parce que j'étais chaud. Et j'ai pris toutes mes anciennes fiches de paie, etc., etc., tous mes papiers. J'ai tout scanné et j'ai tout envoyé sur le cloud. Comme ça, j'ai fait un gain. Tu sais quoi, j'ai jeté un sac poubelle entier de papier. Énorme. Et franchement, putain, j'ai été choqué. Je me suis dit, ah ouais, quand même, toute la merde que tu gardes, des papiers de merde, tu vois. Genre pour Orange, pour que le papier qui te dit que t'as la fibre. Mais à un moment, je sais pas pourquoi j'ai gardé. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai gardé toutes ces merdes.
Mais bon, ça y est, le tri est fait, on est pas mal. Bon, les amis, je vous avais dit, j'étais parti dans le nord pour faire des visites et malheureusement, j'avais pas fait d'offre. J'avais voulu en faire une, mais qui était malheureusement, qui avait déjà une offre qui avait été faite largement au-dessus de mon prix que je voulais proposer. Donc en fait, j'étais revenu bredouille. J'étais revenu bredouille de ma semaine de visite. Et comme quoi, j'ai envie d'insister sur le fait, sur l'importance de mettre en place des routines de recherche, etc., etc., de se faire des contacts dans l'immobilier. Et en fait, avec tous ces petits contacts, hein, tu vois, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le off-market. Ça paraît un terme du futur, mais en réalité, en fait, le off-market, c'est quoi? Le off-market, c'est, voilà, tu vas te présenter dans des agences, etc. Tu te présentes, tu expliques ton profil, ce que tu recherches, etc., etc. Et en fait, il faut entretenir, tu vois, et tu dois entretenir ton réseau, etc. pour qu'il ne t'oublie pas et que le jour où il y a une affaire qui potentiellement euh, peut être intéressante pour toi, on vient de te la proposer avant de la mettre sur le marché. C'est ça le off-market. Et j'insiste sur le fait de ça, sur l'importance de toujours maintenir, etc., etc. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, là, cette semaine, j'ai un agent qui m'a contacté pour un bien qui était en vente. Le bien, énorme, énorme. Euh, c'est un ensemble immobilier de 4 logements. Bon, le seul point négatif, c'est que malheureusement, tout est déjà loué. J'ai pas eu une très très bonne expérience avec les logements qui étaient déjà loués. Donc là, j'ai fait quand même un petit focus sur le profil des locataires. Et ça va. Ça va. C'est pas les meilleurs locataires, mais ça va. Donc, au niveau des profils locataires, ça passe. On va pas dire que c'est un point vert, c'est un point orange, mais c'est plutôt pas mal. Surtout au prix auquel c'est affiché. Je peux pas trop chipoter. En plus de ça, il y a quelques travaux, pas énormes, d'accord. C'est grosso modo, ça va être des travaux. Alors, je vous explique un peu. En fait, c'est un immeuble qui est divisé en 4 logements. Euh, et il reste, c'est très propre. Franchement, la vérité, c'est propre. Il y a quand même quelques points à améliorer, notamment la façade qu'il faut refaire entièrement. Peut-être un peu de travaux dans la cage d'escalier parce que c'est flingué. Hein. Il faut mettre le terme approprié, c'est flingué. Et il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas de compteur électrique. C'est-à-dire qu'il y a deux compteurs électriques pour quatre logements plus des communs. Donc là, déjà, ça ne matche pas. Donc automatiquement, il va falloir faire passer Enedis pour poser réglementairement poser des compteurs électriques. Mais sinon, c'est un c'est un très beau potentiel, surtout que dans l'avenir, il va y avoir, il va y avoir comment dire, une réorganisation au niveau des axes routiers. Et cette avenue, parce qu'il s'est positionné sur une avenue, cette avenue dans le futur, ça va être une avenue fleurie, tu vois. Il va y avoir moins de passages de voitures, ça va être une avenue fleurie. Et franchement, tu vois, je me dis que même si je le garde 5 6 ans, normalement, j'ai quand même une belle plus-value à la revente. Surtout que là, on est sur un prix inférieur en dessous du prix du marché. C'est un bien qui pourrait se vendre allègrement dans les 190-200 000, je pense. Et il est largement en dessous du prix du marché. Donc là, ce que je vais faire, c'est que la première fois pour moi, mais je vais me positionner sur un bien sans aller le visiter. Alors, sans aller le visiter, c'est un peu mentir parce que j'ai fait une visite, comment dire, tu sais, les visites interactives, là où les agents posent leur caméra et puis tu peux te balader dans tout le logement. Soit dit en passant, ça c'est hyper cool, c'est vraiment bien. J'espère que ça va se démocratiser parce que franchement, tu vois, pour quelqu'un comme moi, qui peut pas me déplacer du jour au lendemain, cette alternative-là, elle est plutôt sympa. C'est plutôt sympa de pouvoir visiter sans être physiquement présent sur les lieux. Et donc, ouais, bah, c'est la première fois pour moi. Là, lundi, je le recontacte et je vais lui faire une offre au prix parce que le prix est. Alors, je vais négocier 1 000 € symboliques parce que le prix est déjà vraiment pas mal. On peut faire pas mal de choses. Il n'y a pas énormément de travaux, c'est pas ça qui va me mettre dedans, mais c'est surtout que
on est déjà assez rentable sur la situation actuelle, en sachant que les loyers sont un peu moins élevés que ce que moi je pourrais proposer en faisant du, du- du haut de gamme. Donc au final, en fait, ça va être une opération qui va certainement être vraiment pas mal dans le futur, surtout si on prend euh, la revente, auquel cas je pourrais faire aussi une bonne plus-value, même très bonne. Donc voilà, je vais me positionner au prix sans aller visiter. C'est la première fois pour moi. Donc je vous tiendrai au courant hein, de l'avancée en espérant que ce qu'il m'a dit il avait déjà contacté plusieurs investisseurs. Donc j'espère que lundi ça sera assez tôt. Par contre il a fait l'enfoiré. Je tiens à le noter, c'est que ok il m'a appelé avant que l'annonce soit publiée. Mais par contre, ce qui est pas sympa, c'est que le mec il m'appelle et derrière je vois le bien en ligne sur le bon coin. Donc ça par contre, tu vois, c'est pas ça c'est pas sympa. Donc bon, on va vite se positionner, je pense. Voilà, ça c'était la petite partie info perso, les amis. On va passer tout de suite à l'actualité immobilière de la semaine. Actualité immobilière de la semaine, pas très chargée, mais on va commencer tout de suite. Alors, première actualité, il s'agit d'un viager. Un couple continuait de verser une rente, ne sachant pas que la vieille dame était morte depuis 4 ans. Super. Alors, soit là, il y a une grosse erreur, soit on essaie de t'entuber. Le notaire qui s'est occupé du testament n'avait en aucun cas connaissance d'aucun document concernant cette vente en viager qui a été réglée par un notaire de Dijon. C'est-à-dire que le notaire de Dijon, le mec n'a pas fait son taf, et donc quand cette dame est décédée, en fait ce qui s'est passé c'est que quand cette dame est décédée, tu sais, il y a un petit battement au niveau des clôtures de compte, et donc bah allez, hein, on y va pour l'instant. La rente était continuait de tomber tous les mois, etc., etc. Il y en avait pour à peu près 12 000 dans mes souvenirs. Et en fait, à un moment, ton compte il est clôturé. Donc quand l'acheteur a fait sa rente, ça a été marqué refus. En gros, on n'a pas accepté son versement parce que le compte était clôturé. Et donc, c'est à partir de là que cette personne s'est rendu compte que la dame était décédée. Et donc, bah, lui, il a entamé les procédures pour récupérer son dû. Donc, voilà, hein, faire attention. Donc, on continue. Les acheteurs immobiliers de plus en plus attentifs au DPE. Et ouais, ça les amis, je vous ai dit, hein, c'est les feux de l'amour. Ça fait partie de la loi climat. Le DPE, c'est les feux de l'amour et c'est totalement normal que les acheteurs immobiliers se concentrent ils sont de plus en plus attentifs au DPE. Parce que je vous ai dit, à partir d'un certain nombre d'années, tu ne pourras, le DPE va être, ça sera la première chose que tu vas regarder quand tu vas vendre. C'est-à-dire que si ton DPE il est E, F ou au-dessus, tu ne pourras plus vendre. C'est-à-dire que derrière tu vas devoir refaire des travaux, etc., etc., remettre en état. Même pour louer, même si tu achètes dans l'optique de faire de l'investissement locatif, le DPE maintenant ça devient hyper important. Et ça pourra même, je te le dis, moi en tant qu'investisseur, à partir d'un certain moment, je vais m'attaquer à tous ces biens qui sont flingués au niveau du DPE, parce que là, tu vas pouvoir mettre des coups de fusil, mais laisse tomber. Tu vas pouvoir assassiner. Parce que si toi, tu es OK pour acheter un logement dont le DPE est dépassé, le DPE, il est plus viable. Tu peux pas louer en l'état, tu peux rien faire. Si toi, tu es apte, tu es OK pour acheter ça, ben derrière, euh, tu vas pouvoir, parce que automatiquement, ça va restreindre le nombre d'investisseurs, le nombre de personnes qui seront OK pour acheter ces biens-là. Donc, les gens ils sont de plus en plus attentifs au DPE et c'est totalement normal parce que on commence à mettre la pression sur les consommations énergétiques. Et un DPE là je pense maintenant, un DPE D, bah c'est déjà mal vu, je pense. C'est déjà mal vu. Alors pour nous, investisseurs, ça va, parce que l'optique, c'est de faire des travaux, de dégager du déficit, etc., etc.
Mais pour des personnes, par exemple, qui achètent son logement résidence principale, je pense pas que soit le mec est OK pour faire des travaux et dans ce cas-là, il se fixe un projet avec travaux. Mais tu sais, les personnes qui achètent leur RP, ils sont très peu dans l'optique de faire des travaux. Très peu. Il y en a, en fait, ils veulent acheter un produit tout fini, prêt à poser les meubles. Donc, voilà. Donc, cet article nous disait que si les performances énergétiques des logements étaient considérées comme accessoires, avant, ben aujourd'hui, 87% des acheteurs déclarent que le DPE a de l'importance. Voilà, tout est dit. On continue avec une actualité, et celle-là, tu vois, c'est... je vais te lire le titre. La mairie rachète une maison, 130 000 euros, et elle y découvre deux trésors d'une valeur totale de 650 000 euros. Où ça se situe? Ça se situe à Morée, dans le Jura. Deux trésors ont été découverts dans la maison achetée par la municipalité, des trésors composés de lingots et de pièces d'or. Et tu vois, cette ville, je sais où elle est. Je suis parti visiter, je suis parti visiter des choses là-bas. Il faut savoir que Morée, c'était une ancienne ville dont l'industrie était la lunette. Et cette maison en question était une des propriétés d'une riche famille de lunetiers. Et en gros, on suppose que cet argent-là, l'or en question, était comment dire, de l'argent, entre guillemets, hein, de l'argent qui était gagné grâce au business des lunettes. Et tu vois, ça me fait rire parce que franchement, je suis parti visiter 4-5 logements là-bas dans cette ville à Morée. Alors, j'ai pas donné suite, hein, j'ai pas attaché d'importance parce que la ville au final ne me convenait pas. Mais t'imagines, j'aurais acheté ça. Ah, j'aurais été bien. Bon, malheureusement, j'ai pas acheté, mais bon. Bon, dernière actualité immobilière de la semaine, les prix de l'immobilier atteignent des records au Royaume-Uni. Les prix des logements atteignent des records au Royaume-Uni, notamment grâce à la prolongation d'une suspension de la taxe sur les achats immobiliers. Bon, il faut savoir que au niveau de l'Europe, hein, j'inclus également le Royaume-Uni, mais au niveau de l'Europe, Paris était la ville la plus chère. Même une des villes les plus chères du monde. Et il faut savoir que Londres et Paris se bataillaient un peu au niveau de ville la plus chère. Donc là, actuellement, Londres est repassé premier au niveau des villes la plus chère, en Europe, tout du moins. Mais voilà, là, il y a des choses qui sont mises en place pour essayer de doper un peu ce secteur de l'immobilier. Hein. On nous dit que voilà, le Royaume-Uni a fait le choix de suspendre la taxe d'achat sur les biens immobiliers. Alors, je ne sais pas réellement en quoi correspond ce truc, mais imagine-toi qu'en France, ça serait peut-être les frais de notaire. Et une suspension des frais de notaire en France, ah, c'est pas, tu vois, c'est pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable, hein, parce que sur un achat à 100 000, tu es à 8 000 euros environ, d'accord, de frais de notaire. Si tu augmentes le prix, automatiquement les frais de notaire augmentent. Et il n'est pas rare d'avoir des frais de notaire qui font mal. Qui font mal. Donc, c'était le petit point outre-Manche, actualité IMO outre-Manche. Donc, tout ça pour doper le marché immobilier. Une dernière actualité immobilière, les amis, c'est pas une actualité immobilière que j'ai chiné un peu sur le web, mais c'est n'oubliez pas votre comptabilité. N'oubliez pas votre comptabilité, on est en plein dedans. Il me semble que là, ça y est, c'est la fin. Il va falloir accélérer au max si vous n'avez pas fait votre comptabilité. Donc, moi, je vous rassure, hein, tout va bien. Je ne paye pas d'impôts. Enfin, je ne paye pas d'impôts. Je ne paye pas d'impôts sur mon activité de location. Voilà. Bon, on passe tout de suite à la question de la semaine. Question de la semaine. Bonjour à toi, Anthony. Quel type d'investissement conseillerais-tu à un jeune de 18-19 ans pour commencer et mettre un premier pas dans l'immobilier? Eh ben écoute, je te conseille quoi? Je te conseille d'aller écouter le podcast sur
J'ai fait un podcast sur dans quoi j'investirais si j'étais jeune. 18-19 ans, c'est très bien pour commencer. Pour mettre un premier pas dans l'immobilier, moi je te dirais de commencer peut-être par un petit studio. Un petit studio juste pour commencer tout doucement, pour prendre un minimum de risques. Un petit studio, ça peut être pas mal. Hein, tu peux finir sur un budget global de 50-60 000 euros en fonction des zones où tu es. Hein. Bien sûr, si tu es à Paris, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais ouais, 19 ans, un petit studio, c'est déjà pas mal. Et plus tu commences jeune, mieux c'est. Plus tu vas commencer jeune, mieux ce sera pour ton futur. Parce que tu vas capitaliser directement après 19 ans, 20 ans. C'est jackpot pour toi. Donc moi, je te conseille vraiment, commence par un petit studio, un truc pour te faire la main, un petit peu de travaux de rénovation. Quitte à même, c'est pas un conseil hein, que je vais vous donner là, mais quitte à faire peut-être un prêt étudiant. Un petit prêt étudiant, tu peux monter, il me semble, jusque 50 ou 60 000 euros sans devoir justifier. Alors je sais que légalement, au niveau de la banque, c'est pas pour acheter de l'immobilier, mais qui sait? Voilà. Je te dis ça en l'air. À toi, tu fais ce que tu veux avec cette info. Mais un petit studio pour commencer tranquillement et tu peux aller très très loin. Et c'est bien, 19 ans, c'est bien, t'es jeune. T'as bien raison. Construis maintenant. Construis ton patrimoine maintenant. Ça ne peut être que bénéfique pour ta trentaine. Voilà mon ami. Les amis, je réitère mon appel à candidature. Si vous êtes si vous aimez bien le podcast, si vous voulez participer au podcast, vous voulez faire vivre le podcast, je recherche plusieurs types de profils. Vous pouvez me contacter sur n'importe quelle plateforme, Instagram, sur Facebook Messenger. Vous pouvez me contacter sur l'adresse mail du podcast Graines d'Investisseurs. Vous pouvez me contacter partout. Je réponds à tout le monde. C'est vrai que quelquefois, je mets un petit peu de temps à répondre, mais voilà. Donc, le but de cet appel en candidature, c'est quoi? C'est que j'ai envie de faire des épisodes euh, tête à tête avec. Je vais l'intituler, je pense, tête à tête entre investisseurs. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire des épisodes sur plusieurs thématiques. Il y a déjà des épisodes qui sont en préparation, des gens qui m'ont contacté, etc. Mais je recherche encore plus de monde. Il y a des profils, notamment des personnes qui sont débutantes, qui n'ont pas d'expérience dans l'immobilier, mais qui souhaitent investir. Des personnes, entre guillemets, novices, hein, qui ont investi dans les 2 dernières années. Je recherche des personnes expertes, des personnes qui ont un très beau parc, qui ont commencé de zéro et qui ont fait des choses magnifiques. Je recherche des décorateurs, décoratrices d'intérieur. Je recherche ce profil-là, j'insiste vraiment. Je recherche quelqu'un qui est spécialiste dans la viabilisation de terrain. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. J'ai aucune connaissance dans ce domaine. Je suis totalement novice et j'aimerais réellement apprendre. Et je pense que beaucoup de monde aimerait vraiment apprendre sur toutes les étapes clés de la viabilisation d'un terrain. Je recherche également des personnes, en fait, grossièrement, hein, je brasse large, mais des personnes en rapport avec l'immobilier. Ça peut être de l'agent immobilier, ça peut être un comptable, ça peut être n'importe quoi en rapport avec l'immobilier. Quelque chose qui peut apporter de la plus-value aux auditeurs qui écoutent ce podcast. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Il y a plusieurs épisodes là qui sont en préparation, qui vont bientôt tomber. Et ça sera une discussion entre investisseurs, des questions, des réponses. Et l'objectif vraiment, c'est de montrer un peu toute ce backstage de l'investisseur, parce qu'on nous montre réellement que les aspects positifs, que les réussites. Et je sais très bien, que l'immobilier, c'est pas que ça. Tu vois. Effectivement, l'immobilier, tu peux faire de très belles choses, mais il y a des passages de zone à vide, il y a des passages où tu désespères, il y a des passages où c'est très dur. Et j'ai envie de vraiment qu'on ramène ça à la surface, qu'on le montre à tout le monde, pas pour dégoûter les gens, mais pour leur donner la vraie facette. Tu vois, c'est comme les problèmes avec les locataires, on en parle très peu. Et pourtant, ça touche
pas mal de monde. On va rester, je vous rappelle que je vais vous rassurer, hein, mais les loyers impayés, ça touche 3 à 5% des propriétaires en France. D'accord? C'est pas hyper commun non plus, mais ça arrive. Les dégâts, ça arrive. Donc voilà, moi c'est ça aussi que j'ai envie de parler, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Voilà. Donc chacun a son profil, chacun a sa vision de l'immobilier, on peut ne pas être d'accord, etc., etc. Il n'y a pas de problème, ce sera une discussion entre investisseurs. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de participer à ce type d'épisode, je vous laisse me contacter et on fera affaire ensemble. Voilà les amis. Bon, on va directement passer au sujet du jour. Le sujet du jour, les amis, j'ai choisi de parler de la colocation. La colocation, c'est un sujet que j'ai pas encore abordé à travers ce podcast. Et je voulais faire un petit zoom sur la colocation pour... je suis pas expert, je vous le dis tout de suite, j'ai pas de colocation. Mais je me suis renseigné un peu, etc., etc. Et puis on va discuter un peu de qu'est-ce que la colocation, comment tu dois la faire et surtout à quoi tu dois faire attention. La colocation, comme je le dis depuis le début du podcast, c'est un booster de rentabilité, comme la location saisonnière, le Airbnb, plein de choses, ça reste un booster de rentabilité. C'est-à-dire que avant de faire de la colocation, tu dois monter ton projet comme s'il était loué en classique, sans booster. Si tu montes ton projet en classique, il doit s'autofinancer au minimum. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte parce que il y a beaucoup de gens qui montent des projets directement en mode booster de rentabilité, c'est-à-dire qu'ils vont directement partir sur du Airbnb, sur de la colocation, etc. Et le problème, c'est que quand tu te bases sur directement des chiffres boostés, le jour où tu as une merde, et ça s'est vu notamment maintenant avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui faisaient de la location courte durée et qui ont pris peur, qui ont décidé de rebasculer en location classique. Et j'ai eu des retours, il y a des personnes qui n'étaient pas à l'autofinancement en rebasculant sur de la location classique. Donc tu vois, ça peut être compliqué. Donc vraiment, j'insiste sur ça, c'est que dès que tu veux dès que tu utilises un booster de rentabilité, ça doit être uniquement comment on dit, la cerise sur le gâteau. C'est vraiment la pépite. Quand tu montes au dossier, tu le montes en meublé classique ou en location nue. Ton projet, dans ce cas-là, il doit s'autofinancer au minimum. Je ne te demande pas de faire du cash flow. Non, pas de problème. Mais au minimum de l'autofinancement pour pas que ça te mette dans le rouge. Pour pas que tous les mois, tu mettes de ta poche. Parce que là, après, c'est compliqué. Imagine-toi, tu fais ça sur 1, sur 2, sur 3, mais que derrière, tu n'as pas les reins assez solides. Tu peux vite être pris à la gorge et tu vas devoir revendre dans l'urgence. Et puis, voilà. Mauvais scénario en perspective. Donc, la colocation, c'est cool. Booster de rentabilité, tu peux faire de très belles choses. Maintenant, la colocation, ça ne se fait pas partout. La colocation, malheureusement, c'est plus viable dans les zones tendues. Paris, Lille, Lyon, etc., etc., c'est ok. Normalement, dans ces grosses villas, des zones tendues, tu ne devrais pas avoir de problème. Maintenant, il n'y a pas que les zones tendues où c'est ok pour faire de la colocation. Tu peux avoir des villes moyennes. Je vais te donner l'exemple d'une ville plutôt moyenne dans le nord, Valenciennes. Et bien Valenciennes, on est, il me semble, dans les 50-60 000 habitants. Valenciennes, c'est ok. Valenciennes, pour faire de la colocation, c'est ok, ça fonctionne. J'ai un ami à moi qui fait de la colocation là-bas, pas de problème. Il a eu un peu du mal au niveau de l'impact du Covid sur son investissement, mais il a tenu bon, il avait un peu de trésorerie de côté, et impeccable, ça tourne. Donc, même les villes moyennes, ça fonctionne. Par contre, à un certain moment, les zones peu peuplées ou moi, tu vois, je pense que en dessous de 30 000 habitants, ça peut être très compliqué. Moi, en dessous de 30 000 habitants, alors peut-être qu'il y a des gens qui font
Peut-être qu'il y a des gens qui font de la colocation dans les villes que je ne veux pas te dire, hein. Des villes qui ont moins de 30 000 habitants, peut-être que eux font et ça fonctionne. Mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Moi, je sais que je ne conseille pas, en dessous de 25-30 000 habitants, je ne conseille pas de faire de la colocation. Trop risqué. Beaucoup trop risqué. Le risque ne vaut pas la chandelle à un certain moment. Tu vois, tu peux pas prendre tous les risques et tu vois, il y a des risques à ne pas prendre. Il y a des risques bêtes à ne pas prendre. Voilà. Donc, avant d'investir dans la colocation, déjà, la première étape, ça va être de définir ta clientèle. C'est quoi la clientèle? La clientèle, c'est les personnes que tu vas viser. Est-ce que tu vas viser de l'étudiant? Peut-être est-ce que ta ville est étudiante? Ou est-ce que ta ville n'a pas énormément de grandes universités, d'universités tout court? Je ne sais pas pourquoi je rajoute grande. Peut-être que ta ville n'a pas d'université, mais par contre, c'est un nid à jeunes actifs. Donc, la première étape, c'est vraiment de choisir ta clientèle. Soit tu fais de l'étudiant, soit tu fais du jeune actif. À partir de là, tu vas pouvoir choisir ton secteur. Tu te doutes bien que, par exemple, si tu fais de l'étudiant, l'objectif, ça va être d'être proche de tout ce qui est école, d'être au cœur de toute cette zone d'enseignement et des transports en commun. C'est hyper important. Les jeunes, les étudiants, ils n'ont pas de voiture et ils vont pas marcher 15 minutes tous les jours, tu vois, même si ça se fait. Les jeunes cherchent à être proches de toutes les zones à toutes les voies de transport, les bus, les trams, les métros, etc., etc. Donc, si tu choisis l'étudiant, proximité avec les écoles, proximité avec des lignes de transport commun. Maintenant, si tu fais du jeune actif, il faut être soit proche des axes routiers, soit proche des transports communs. Maintenant, attention avec les jeunes actifs, il y a un point qu'il faut faire attention, c'est que si tu fais du jeune actif et que tu es bien placé au niveau des transports routiers, l'objectif, il y a quelque chose qui va se rajouter à ça, c'est que tu dois être proche aussi d'une zone de parking où tu proposes aussi une place de parking. Parce que je peux te certifier qu'une personne qui prend une coloc qui est à côté des zones de transport routier, mais qui passe tous les jours au moins 20 minutes à trouver une place de parking, je peux te dire que ça le saoule. Et j'ai été dans une coloc où il n'y avait pas de place de parking et je peux te dire que c'est abominable. Abominable, au bout d'un moment, au début c'est cool, ça va, tu dis rien, mais en fait au bout d'un moment, quand tu as fait ta journée de taf et que tu es mort, tu n'as qu'une envie, c'est de te garer et d'aller te poser. Et le fait de ne pas avoir de parking dispo à proximité, ça peut être très très problématique. Donc, avant d'investir, c'est ça, tu dois faire attention à ça. C'est pas exhaustif, hein, tu peux rajouter encore plus de critères, mais voilà. Choisis ta clientèle, étudiant, jeune actif. Si tu fais de l'étudiant, bien sûr, c'est logique, hein, mais on va pas se mettre à 15 km d'une université. On reste dans un périmètre convenable. Je te demande pas d'être une rue derrière l'université. Ça serait le mieux, hein, je te l'avoue. Mais par contre, voilà, rester dans un périmètre raisonnable. Alors maintenant qu'on a défini un peu notre clientèle et notre secteur, on a trouvé notre bien. Impeccable. Maintenant, la question va être, je fais quoi comme bail? Est-ce que je fais un bail individuel ou un bail commun? Il faut savoir que chacun a des avantages et des inconvénients. Je vais te donner le plus gros. Le plus gros, c'est que, imaginons, tu choisis des personnes qui ne se connaissent ni Nadan, ni Dev. Est-ce que tu crois qu'ils vont être OK pour faire un bail commun avec des personnes qui ne connaissent pas? C'est-à-dire que tu fais un bail où chaque personne a sa part de loyer, et puis il y a une personne qui se casse, qui ne paye plus, et il y a un peu de mal à recruter un dernier colocataire.
C'est-à-dire que tous les autres colocataires sont OK pour payer le loyer total. Est-ce que tu crois vraiment que ces gens vont accepter? Moi, je sais que j'accepterai pas un bail commun, hormis avec des amis, des personnes que je connais. Donc, la plus grosse question va être ça, la mise en place d'un bail individuel ou d'un bail commun. La deuxième, c'est euh, la colocation. Tu vois, moi, je le vois un peu comme... pour moi, la colocation, c'est vraiment un produit, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un produit commercial. C'est-à-dire que tu loues un package. Moi, quand j'ai choisi ma colocation, je l'ai choisi parce que il y avait plein de choses dedans, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais une colocation, tu loues un package, tu ne loues pas simplement un lit. Non, tu vas proposer selon ton standing, bien sûr, hein. Je te conseille de ne pas faire du standing de merde. Fais un standing euh, propre, classe, voire de haut standing. Mais moi, quand tu vois, je suis client d'une colocation, alors je ne refais plus de colocation hein, depuis, hein, j'ai grandi. Je suis devenu un homme maintenant. Mais voilà, quand moi j'ai pris cette colocation, je l'ai pris pour plusieurs choses. Notamment l'ambiance. L'ambiance de cette colocation, c'est-à-dire que la déco, est-ce que c'était cosy? Est-ce que ça a apporté une ambiance chaleureuse? Je l'ai pris parce qu'il y avait Internet qui était compris. Je l'ai pris parce que dans mon loyer, tout était compris. Le chauffage, l'électricité, tout. Il y avait un espace commun avec tout le monde. Et il y avait même une dame de ménage qui passait toutes les semaines. Je l'ai pris également parce que j'ai rencontré les autres colocataires et c'était des gars plutôt sympas, avec qui je me suis très bien entendu, tu vois, c'était des mecs d'à peu près mon âge et tout matché, tu vois, donc vraiment, tu vois, j'ai pris cette coloc parce qu'il y avait tout le package. Et je fais un point juste vite fait sur la dame de ménage, tu vois, ça c'était le... Alors, moi je suis quelqu'un de très ordonné, très, très, très propre. Mais tu vois, moi, cette prestation de ménage, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, bien sûr, on l'a payé, hein. C'était une prestation qui était comprise dans le prix du loyer. Donc, au final, s'il n'y avait pas la dame de ménage, on aurait peut-être payé moins. Mais tu vois, cette prestation d'avoir une dame de ménage, moi, je trouvais ça que ça ajoutait vraiment une plus-value. Et ça a fait passer vraiment dans une coloc de haut standing, tu vois. C'était vraiment top. Donc, après, il y a quand même des choses à quoi tu dois faire attention. Et là, on va vraiment faire un focus sur la mise en place d'une colocation pour nous investisseurs. Il y a plusieurs choses que tu dois faire attention. La première, c'est d'avoir des colocataires du même âge environ. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans une colocation, si tu mets des gens qui ont un âge très différent, c'est-à-dire que, imaginons une personne qui a 19 ans, qui rentre à l'université, et puis un jeune actif qui a 25, 26, 27, il vient de sortir des études, bah tu vois, on n'a pas le même centre d'intérêt. Ça va pas être la même chose. Donc vraiment, il faut que tu aies des personnes d'à peu près du ménage qui ont le même centre d'intérêt, qui ont des points communs, parce que tout ça, ça va jouer sur une meilleure entente et automatiquement, tu vas avoir un turnover moindre. Il faut penser à l'ambiance générale de la coloc. Si tu mets des jeunes et une personne plutôt âgée de 27-28, bah à un moment, tu vois, ça va pas matcher, sûr et certain. Et moi, je le vois avec mon petit frère. Mon petit frère, on a 5 ans de moins. Il a 5 ans de moins que moi. Donc, tu vois, c'est pas énorme, 5 ans. Et pourtant, la dernière fois, on est parti, on a fait une sortie. Et je me suis rendu compte que, ça y est, on n'avait plus du tout les mêmes centres d'intérêt. J'ai passé une bonne soirée, mais voilà, je me suis rendu compte qu'on est sur deux objectifs totalement différents. Donc, tu vois, je sais que, genre, avec mon frère, faire une coloc, ça aurait pas matché. Parce que lui, il est peut-être plus dans les jeux, etc., etc. Et moi, je suis plus sur de la lecture, sur du calme, etc., etc. Tu vois. Donc, vraiment,
faut penser à ça, à avoir une harmonie au niveau des colocataires, c'est hyper important parce qu'une bonne harmonie, tu vas avoir beaucoup moins de turnover. Et dis-toi que toi, ton objectif de faire une colocation, c'est de louer à long terme, c'est pas de louer 1, 2, 3, 4 mois. Non, ton objectif, c'est de faire une année complète et pourquoi pas retrouver les mêmes colocataires pour l'année suivante. Ça peut être tip top. Si tu sais que tes colocataires ils sont top et que leurs études continuent, bah, tu peux faire un jackpot si ils suivent la totalité de leurs études dans ton appartement. T'imagines, il fait 5 ans d'études. Pendant 5 ans, tu es assuré, tu vois. Donc c'est plutôt vrai, faut vraiment faire attention à ça, d'avoir une bonne harmonie. Et également un point important que malheureusement je vois qu'il y a des gens qui oublient carrément ce conseil, mais moi j'insiste sur le fait d'avoir une vraie partie commune. Cette partie commune, elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de partie commune, je peux te dire que ton turnover il va être plus élevé. Pourquoi? Parce que le choix de prendre une colocation, c'est pas que financier. Souvent, tu sais que entre prendre une colocation et prendre un studio, il y a seulement un écart de quelques euros. C'est pas l'objectif principal, c'est pas l'objectif financier. C'est pas parce que ça nous coûtera moins cher de prendre une colocation. Moi, je sais qu'une personne qui cherche une coloc, elle recherche plusieurs choses. Premièrement, elle ne veut pas être seule. Elle veut du contact. Elle veut du partage. Elle veut aussi faire des soirées. Et donc, si ta coloc, elle répond pas à ses attentes, elle va partir. C'est pourquoi il est important d'avoir une vraie partie commune. Vraiment. Parce que c'est hyper important. C'est la zone où vous allez boire une petite bière, manger une pizza, faire une soirée télé, faire des soirées jeux de société. Donc c'est hyper important. Cet aspect-là de la coloc est hyper important. Moi, je vais donner un exemple. Comme tu le sais certainement, je suis en Suisse. Et au tout début, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai pris une coloc. J'ai pris une coloc et vraiment, j'ai pris une coloc flinguée. Flinguée. Elle était nulle à chier. La coloc, franchement, 0 sur 10. 0 sur 10. C'était une coloc de 3 chambres. Euh, j'ai jamais vu mes colocataires. J'ai jamais fait une soirée avec ces colocataires. Euh, Nul. Franchement, nul. En gros, j'aurais pris un studio, ça aurait été même mieux. Surtout que c'était le même prix qu'un studio. Et donc, je suis resté dans cette coloc 2 mois, juste le temps de me retourner, de poser mes valises, de trouver autre chose et de repartir. Parce que cette coloc, elle était nulle. Donc vraiment, j'insiste sur le fait d'avoir une bonne entente sur tous tes colocataires, d'avoir une bonne ambiance au niveau du logement et d'avoir une partie commune qui est hyper importante. Et ne cherche pas à faire, tu vois, moi je vois des gens qui montent des projets et qui préfèrent négliger cet aspect partie commune pour faire une chambre supplémentaire. Et ben, tu vois, si après ta partie commune elle est trop petite, si t'es limite obligé de mettre des manches debout pour manger une pizza, bah, je suis désolé. Pour moi, c'est pas une coloc qui a le mérite d'être sur le marché parce que il n'y a plus cet univers. Il n'y a plus cet univers de colocation. Donc voilà, les amis, faites un point d'intention sur la partie commune qui pour moi est hyper importante. Ensuite, on passe au point suivant qui est la diversification de ta colocation. On va partir d'une coloc de 4 chambres. Donc c'est une très très belle coloc. Pas plus. Franchement, pas plus. Je pense que plus c'est trop. Déjà 4, je trouve ça énorme. J'ai pris 4 pour l'exemple. Comme ça, c'est parlant. 3, c'est 3 chambres. Top. 3 chambres, ça reste intimiste. Mais avec du contact, tu vois. 4 chambres, c'est ok. Au-dessus, ça sert à rien. C'est comment les hôtels, là, une auberge de jeunesse. Voilà. Alors, bien sûr, hein, peut-être qu'il y a des gens qui kiffent cet aspect auberge et compagnie. Moi, je sais que je suis pas fan et
beaucoup de monde dit plus de dégâts, etc. etc. Donc, méfiance. On va partir sur une coloc de 4 chambres. Quand je te parle de diversifier ta coloc, je parle tout simplement d'avoir différentes personnes. Par exemple, 4 hommes, 4 filles, ou faire un mixte. Moi, 4 hommes, je suis moi-même masculin. Je ne vous conseille pas de faire une colocation à 4 mecs. Ça peut être catastrophique. Malheureusement, il faut dire la vérité. Beaucoup de mecs sont des gars crades. C'est la triste vérité. Beaucoup de personnes sont crades et les hommes, on va dire que c'est pas. Alors je vais pas faire une généralité, ok. Moi je me considère pas comme quelqu'un de sale. Ça serait bizarre sinon. Mais malheureusement, 4 hommes dans une coloc, notamment au niveau de la saleté, mais après il y a tous les autres aspects. La saleté, les soirées, les abus, bref, plein de choses. Plein de choses. Donc moi, une coloc de 4 mecs, j'oublie, je ferai pas. Maintenant, une coloc de 4 filles, bah, la réputation précède les filles, hein, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne sait pas. Hein. Mais en général, les filles sont plus propres. Les filles sont moins dans l'excès, c'est-à-dire qu'il y aura quand même un peu plus de respect pour le logement, un peu plus de respect vraiment pour les règles, tu vois. C'est-à-dire que elles vont pas abuser, elles vont pas faire des soirées, etc., etc. Maintenant, pour pas être discriminant à l'égard des sexes, tip top, c'est le mixte. 2 filles, 2 garçons. 2 garçons, ça peut être cool. 2 filles, ça peut être cool. Ensemble, tu vois, ça va tempérer les choses. Ça sera peut-être un peu plus fun. Peut-être il y aura une meilleure ambiance, etc. Mais voilà, pour moi, le mixte 2 filles, 2 garçons, tip top. Tip top, ça tempère les choses. Et puis voilà, c'est égalitaire, tu vois. On est, on est bien, il n'y a pas de discrimination, etc., etc. Donc 2 filles, 2 garçons, pour moi, c'est jackpot. Jackpot. Autre chose à quoi tu dois faire attention, c'est mettre en place des règles. Il faut savoir que ce que je vais te conseiller, ça n'a aucune, mais alors vraiment aucune valeur juridique. Totalement. Qu'on soit clair. Mais moi, je te conseille quand même, c'est de mettre en place un règlement d'intérieur. C'est-à-dire que dedans, alors je te le dis tout de suite, hein, ça n'a aucune valeur juridique. C'est-à-dire que si tu as une embrouille avec avec un des colocataires, et que imaginons, hein, dans le pire des cas, tu pars en justice, ton papier, c'est de la merde. Ton papier, il sert à rien. C'est de l'encre sur un bout de papier et basta. Mais en gros, ce papier, il a quand même, tu vois, un petit impact psychologique. Et en fait, il est là pour poser tout simplement les règles, les bases du vivre ensemble. Une colocation, c'est vivre avec plusieurs personnes. Donc, tu dois être capable de cohabiter avec les gens en respectant certaines règles. Par exemple, ne pas fumer dans le logement. Alors ça, je te le dis, hein, même si tous tes locataires sont fumeurs, on ne fume pas on ne fume pas dans le logement. Première règle. Ou encore, ça peut être la venue d'amis. Tu peux tolérer, hein, ça reste quand même chez eux, tu peux tolérer à ce que une nuit par-ci, une nuit par-là, il y a quelqu'un qui vienne dormir dans sa chambre. Mais par contre, si c'est tous les jours que un colocataire invite quelqu'un, à un moment, tu dois dire stop. Parce que derrière, c'est pas égalité, c'est pas, il n'y a pas de justice avec les autres colocataires. C'est-à-dire que si tu invites quelqu'un tous les jours, déjà de un, il ne paye pas de loyer, il consomme de l'électricité, il consomme de l'eau. Donc en gros, tu fais payer tous tes autres colocataires pour lui. Donc tu vois, il y a des règles, tu dois fixer les choses. Et comme ça, dès le moindre problème, tu peux venir, toi en tant que propriétaire, et puis dire, regarde, on a mis en place des règles, tu ne respectes pas ça, tu ne respectes pas ça.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu poses des règles simples et puis voilà. Ça doit être accepté par tout le monde ou sinon, tu essaies de le faire partir. La dernière chose à quoi tu dois faire attention, alors la dernière chose, on peut faire attention encore à beaucoup plus de points, hein, mais c'est les principaux que j'ai notés, mais c'est concernant les charges. Généralement, tu vois, qui dit coloc, dit grand appartement, dit automatiquement charge élevée. Maintenant, pour toi, il y a plusieurs choix qui s'offrent à toi. Le premier, c'est de faire un forfait de charge. C'est-à-dire que il n'y a pas de régule possible, ou du moins un minimum, ok? Pas de régule possible. Donc c'est soit ton forfait de charge a été bien calculé et il est tout juste impeccable, soit il est en bénéfice, entre guillemets un bénéfice, hein, c'est un forfait de charge, on ne prend pas de bénéfice sur les charges, ou soit il est déficitaire. Et dans ce cas-là, malheureusement, ça sera de ta poche. Donc à toi de faire attention, à toi de bien calculer, quitte à être un petit peu au-dessus au tout début, surtout si tu fais un forfait de charge, ça serait malheureux que à la fin de l'année, tu dois rajouter 400-500 balles de ta poche. Parce que ça sera vraiment de ta poche. Les locataires, ils ont signé un bail avec charge comprise. T'as mal calculé, c'est de ta faute, pas de leur. Donc ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est toi, tu loues tout simplement sans charge et tu laisses tes colocataires se débrouiller entre eux. Ça peut être un avantage parce que un colocataire qui s'investit réellement il fait toutes les démarches pour ouvrir l'eau, l'électricité, etc., etc., sache qu'il va être quand même plus susceptible de rester plus longtemps. Alors que du jour au lendemain, il peut partir et il n'a rien à s'occuper, il va pas réfléchir deux fois, tu vois. Il va le faire. Alors que là, s'il a ouvert Internet, s'il a ouvert l'eau, l'électricité, il a pris des abonnements, etc., etc., tu vois, il va peut-être réfléchir à deux fois avant de faire son switch de location. Donc, deux choix. Soit tu fais un forfait de charge, soit tu fais sans charge. Maintenant, attention, si tu fais sans charge, il faut savoir aussi que après tu laisses tes colocataires se débrouiller, mais ça va être aussi peut-être potentiellement une source à embrouille. C'est-à-dire que il y a un locataire qui prend tout pour lui et puis il redispatche derrière avec les autres colocataires. Alors s'ils sont amis, normalement, ça pose pas de problème. Alors, on dit que les bons comptes font les bons amis, encore faut-il qu'il y ait les bons comptes. Mais si tes colocataires ne se connaissent pas, c'est des personnes lambda qui ne se connaissent ni là-dedans ni dev, ça peut être des fois compliqué de... Imagine, ton colocataire A qui prend tout en charge et après il redispatche et derrière il y a le colocataire B qui ne veut pas payer. Là, ça peut être compliqué, tu vois. Ça peut être source à embrouille. Donc, à toi de peser le pour et le contre et de faire le meilleur choix qui te semble le plus juste pour toi. Ça peut être pareil au niveau des charges, mais ça peut être pareil aussi concernant l'assurance. Est-ce que toi, tu la prends en ton nom? Est-ce que chaque colocataire prend une assurance? Je parle de l'assurance habitation. Ou soit l'ensemble de la colocation prend une assurance et qui assure l'ensemble du bâtiment, l'ensemble des colocataires. Alors ça, il faut savoir que c'est un peu nouveau. Il n'y a pas énormément d'assurances qui font ce package, hein, d'assurer une colocation en entière. Donc ça à voir, hein, faut fouiller un peu partout. Mais voilà. Bon voilà les amis, ça c'était le petit focus sur la colocation. J'espère que ça vous a plu. Je me suis renseigné un peu par-ci, par-là. J'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant. Je vous rappelle que ça reste juste un booster de rentabilité. Vous montez toujours votre projet sur des chiffres location classiques. Voilà les amis, je vous souhaite comme d'habitude plein de bonnes choses. On avance toujours de 1% chaque jour et au bout d'un an, 365% d'amélioration. Voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.